Le sujet de la dernière Mishnah, la Mishnah précédente, Kufnun Zayin Amoud Aleph. La Mishnah nous disait qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a eu un effondrement, Nafal Abayit Alav vers Alaviv. Donc on a ici deux décès, voilà, donc le fils et le père. Donc nous, le sujet c'est de savoir, c'est quoi l'enjeu ici, c'est de savoir qu'est-ce qui est mort en premier. Pourquoi ? Parce qu'on parle du cas où le fils en question, il n'a pas de bien, et si son père est décédé en premier, donc le fils a hérité le père, donc il se trouve en possession de biens, et donc les créanciers peuvent réclamer quelque chose. Par contre, si c'est le fils qui est décédé en premier, donc il est décédé sans laisser de biens, donc les créanciers seront perdants. C'est-à-dire que ce sont les enfants du fils. Les enfants du fils vont dire, nous, on n'a pas hérité de notre père est mort sans rien. Nous, on a hérité de notre grand-père. Donc rien ne te revient. Tout ce qu'on dit que les enfants doivent payer, minadine bien sûr, à partir des biens qui sont hypothéqués aux créanciers, c'est s'il avait des biens, immobiliers. Mais s'il n'avait pas de biens, et il est décédé sans biens, eh ben, les créanciers ne peuvent rien réclamer aux héritiers. La Gemara va conclure qu'effectivement, il y a une mitzvah. C'est pas minadine, mais c'est une mitzvah. Chachamim ont instauré, ont quand même exigé et ont imposé aux héritiers de rembourser les dettes du père s'ils ont les moyens. Et ils ont les moyens, mais c'est pas minadine, parce que minadine, il est mort sans bien. Donc il est mort sans bien. Ben, y a pas. On va pas prendre ce qu'il n'y a pas. Dans tous les cas, le sujet de la Gemara, à partir de cette Mishnah, la Gemara s'est interrogée, est-ce qu'un homme qui emprunte de l'argent, ou qui doit de l'argent d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il peut s'engager, est-ce que ces biens qu'il va posséder dans le futur sont aussi hypothéqués ou pas ? Ou bien non, l'hypothèque ne prend effet seulement au moment de l'emprunt. Donc si au moment de l'emprunt, il y a des biens, il y a des biens, ils sont hypothéqués. S'il n'y a pas de biens, les biens futurs ne seront pas hypothéqués. C'est la question de la Gemara, point d'interrogation. Et sur ça, la Gemara a dit, d'après Rabbi Meir, c'est quoi l'enjeu ici ? C'est quoi la problématique ? Et c'est une marloquette bien connue. Marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan. Est-ce qu'un homme est en mesure de vendre une production qui n'est pas existante encore ? Admettons les fruits de l'arbre. La production qui n'a pas encore poussé, même si elle a été déjà plantée, elle est déjà plantée. On ne va pas rentrer en toutes les petites résolutions, les petits détails, mais ce qui est certain, c'est que la problématique de Davar Shel Ba'olam, on va expliquer d'une manière simple, c'est qu'en réalité, tant que l'objet n'est pas présent, tant que la chose le produit en question n'est pas existant, la personne n'est pas déterminée, la détermination n'est pas suffisamment forte, n'est pas suffisamment considérable pour que la transaction soit actée. Donc c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, et même Rabbi Meir qui dit que Adam Makne Davar Shel Ba'olam, c'est seulement une période desquelles, comme nous avons dit, c'est une production qui est censée venir, comme les fruits de l'arbre. Les fruits de l'arbre, ils sont censés venir. S'il n'y a pas de catastrophe naturelle, ils vont finir. On peut vendre, voilà. Et donc la Gemara a dit, d'après Rabbi Meir, de même, on peut vendre une production qui n'est pas encore existante, parce que la personne est suffisamment confiante, comme dans l'exemple où il y a l'arbre, et la production est censée venir, même si encore une fois, rien n'est certain. Puisque peut-être qu'il y aura une catastrophe, peut-être qu'il y aura des épidémies, peut-être l'eau méchanée, il y aura une sécheresse, toutes sortes de situations qui pourraient peut-être bloquer le développement et la pousse de ces fruits. Mais finalement, Rabbi Meir dit, il y a suffisamment de gmirut da'at, qu'on appelle ça, sa détermination est suffisamment importante pour que la transaction soit actée. Donc là aussi pareil, une personne qui s'engage à hypothéquer les biens qu'il va acheter dans le futur, d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de question. La question c'est d'après Rabbanan. Après on va voir dans la Gemara, même d'après Rabbi Meir, on peut se poser la question à partir de quand prend l'effet de l'hypothèque. J'explique tout de suite. La Gemara, on va dire oralement pour l'avoir dans les mots. C'est la deuxième baria de la Gemara. Est-ce que
par exemple, j'ai emprunté en janvier à Réhouven et je lui ai rédigé dans les textes, tous les biens que je posséderai, même dans le futur, ils seront hypothéqués. Ensuite, d'accord, et on a dit d'après Abimeir, et ben les biens sont hypothéqués. On est bon? Donc les biens sont hypothéqués. Puis on a dit d'après Abimeir, un homme peut s'engager à hypothéquer les biens qu'il va acheter dans le futur. Donc aujourd'hui, au moment de l'emprunt, il y a un bien, imaginons il y a un bien ou il y a 0 bien, et il s'engage à hypothéquer les biens qu'il va acheter ensuite. Il travaille, il va faire des... D'accord? La question c'est à partir de quel moment prend l'effet cette hypothèque? Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons qu'il a emprunté de l'argent à Réhouven en janvier. Ensuite, il a emprunté de l'argent en juillet à une deuxième personne. D'accord? Maintenant, les biens, il avait 0 bien toujours, ni en janvier, ni en juillet. Toujours pas de bien. C'est en août qu'il a pris possession d'un bien. Est-ce qu'on va dire que l'engagement de l'hypothèque de janvier, du fait qu'il a une préséance sur celui de juillet, parce qu'il était rédigé avant, ou bien non? Au final, c'est vrai que, d'après Abimeir, l'engagement prend effet. Mais quand est-ce qu'il est réellement... quand est-ce que réellement ça prend effet? Donc l'engagement est engagement. Mais quand l'hypothèque est hypothéquée, quand le bien est présent, quand le bien est existant. Donc c'est en août. D'accord? Mais quand il s'est engagé en janvier. Mais en janvier, il n'y a pas de bien. L'engagement est engagement. D'après Rabbanan, l'engagement n'est pas engagement. En tout cas, c'est une baïa de la Gemara, et la Gemara ne conclut pas. Ça va être on va dire, ça va être la conclusion de la Gemara. Mais en tout cas, c'était une baïa qui est posée. Donc c'est une question qui est posée d'après Rabbanan. Mais admettons que d'après Rabbanan, non. D'après Rabbi Meir, oui. D'après Rabbi Meir, l'engagement, à l'heure de l'engagement vaut quelque chose. Ok. Maintenant, est-ce que le bien qui est acheté au mois d'août, il prend effet depuis rétroactivement, il est déjà hypothéqué depuis janvier ou pas? C'est quoi la conséquence? Mais tout simplement, s'il y a eu 2 emprunts. S'il y a 2 emprunts et on dit que l'hypothèque est rétroactive depuis le mois de janvier, eh ben le premier bien qu'il va acheter, eh ben il sera hypothéqué pour le premier emprunt. Par contre, si on dit que l'hypothèque prend effet seulement au moment où le bien est concrètement possédé par l'emprunteur, donc l'hypothèque ne va prendre effet seulement au mois d'août, au moment où il a acheté le bien. Et bien au mois d'août, l'hypothèque en faveur du mois de janvier et en faveur du mois de juillet, il va prendre effet en même temps. Et donc il n'y a pas un prêteur qui aura une pression sur le deuxième. D'accord? Elle est magnifique cette question. On vous amène une preuve. Tashma, shtarechov amugdamim pesulim vameuchaim kisherim. Des shtarechov, des lettres de créance antidatées. C'est quoi antidaté? C'est quoi antidaté? Oui, mais c'est quoi antidaté? Antidaté. Antidaté, c'est pas de date? On met une date avant. Et prédaté. Attends, pré, c'est après. Donc il y a des dates, il y a des shtarot qui sont antidatés et des shtarot qui sont prédatés. C'est-à-dire, il y a eu un emprunt en janvier et il a écrit que le prêt s'est fait en mars. Ou bien il a emprunté en janvier et il déclare que l'emprunt était en décembre. Les impôts, d'accord? On est bon? Ou antidaté, ou post-daté, pardon. Les deux, c'est la même chose. Antidaté ou post-daté. Donc, ou bien le prêt, il était en janvier et il met une date future, ou il a emprunté en janvier et il a mis une date antérieure. On est bon? C'est quoi la problématique? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça nous importe, la date? Chazak. Si il déclare avoir emprunté en décembre, alors qu'il a emprunté seulement en janvier, donc tous les biens qu'il possédait en décembre, ils étaient hypothéqués. Donc les acheteurs qui auraient pu acheter le bien le 15 décembre, eh ben ils vont se faire avoir. Parce qu'en réalité, ils ont acheté un bien qui n'était pas hypothéqué, puisqu'il n'y avait pas d'emprunt à cette date-là. Et lui, en antidatant son document, eh ben, il va s'avérer que faussement, le bien il était hypothéqué. Donc qu'est-ce qu'il va perdre dans l'histoire? Les acheteurs. On est bon? Ça c'est quand c'est antidaté, prédaté. Et quand c'est post-daté, donc il a emprunté en janvier, d'accord? Et il a écrit qu'il a emprunté en mars. Il y a un problème ici? Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Hein?
Pourquoi c'est bon? Parce que les biens, parce que tout, au contraire, sur toute la période passée, ben, s'il y a des acquéreurs qui ont acheté, eh ben, ils vont être, le bien qu'ils ont acheté, eh ben, il n'était pas hypothéqué malgré qu'il y avait un emprunt. Pourquoi? Parce que l'effet de l'hypothèque ne prendra effet seulement à partir de la date, et la date qu'il y a sur le shtar, c'est le mois de mars. Ah, l'emprunt, il était en janvier, j'en ai rien à faire. Tu peux pas venir réclamer ce bien devant le Bedin parce que le Bedin va dire, j'ai pas compris, à partir de quand t'as emprunté l'argent? Quand est-ce que t'as prêté l'argent? En janvier? Fais voir ton shtar. Il lui sort le shtar, il dit c'est marqué en mars. Il dit mais mars. Donc de janvier à mars, zéro, t'as perdu. Donc c'est pour ça que le shtar qui est post-daté, il est cachère parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qu'il soit post-daté. S'il est anti-daté, il y a un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va perdre? Les acquéreurs. Mais s'il est post-daté, il n'y a pas de problème, donc il est cachère. Il sera cachère à partir de quand? De mars. D'accord? Ça c'est bien beau si tu dis. Ça c'est bien si tu dis que l'hypothèque prend effet sur ce que tu vas posséder dans le futur. Mais si tu dis que d'après, tu ne peux pas t'engager sur un bien que tu vas posséder, donc il y a un très gros problème. Un document post-daté aussi, il est problématique. Pourquoi? Parce que si, admettons qu'au moment, en janvier, il n'avait pas de bien, et il a pris possession des biens au mois de février, et il déclare avoir emprunté au mois de mars, donc au mois de mars, au moment de l'emprunt, il a des biens. Donc le bien peut être hypothéqué. Mais si il a emprunté au mois de janvier, eh ben le bien de février n'est pas hypothéqué. Donc d'ici, on veut prouver qu'un emprunteur bishtar, il hypothèque aussi le bien qu'il va posséder. Est-ce qu'on est bon? Je reprends. Allez, on y va. Tashma, shtarechov mukdamim pesulim, donc des legs de créances qui sont mukdam. Donc mukdam, c'est kodem, c'est qu'ils sont antidatés, ils sont prédatés. C'est pas soul. Pourquoi? Comme nous avons dit, parce que s'ils sont datés de décembre, alors qu'en décembre, il n'y a pas eu de prêt, le prêt n'a eu lieu seulement en janvier, ça veut dire que cette fausse déclaration aura comme conséquence que le bien qui a pu être vendu en décembre, il était hypothéqué à tort, puisqu'il n'était pas hypothéqué, puisqu'il n'y avait pas eu d'emprunt. Donc, qu'est-ce qui va perdre dans l'histoire? C'est les acquéreurs. Donc, shtarechov amugdamim pesulim. Mais ameorarim, mais s'ils sont post-datés, ils sont cachers. Pourquoi ils sont cachers? Parce qu'il n'y a pas de problème. Parce que tout ce qui est post-daté, au contraire, c'est au détriment du prêteur. Et la Gemara comprend ici qu'il y a, a priori, il n'y a aucun problème. Parce que c'est le prêteur qui va perdre la période d'hypothèque entre janvier et mars. La Gemara dit, mais pas du tout. Il y a, oui, un problème ici, parce que si tu dis que l'emprunt de janvier n'enclenche pas une hypothèque pour les biens qui vont être possédés, qui vont être acquis en février, donc le document de mars, il va engendrer, il aura comme conséquence qu'il va hypothéquer le bien de février, parce que d'après la fausse déclaration, le prêt a eu lieu après l'acquisition, alors qu'en réalité, il était avant l'acquisition. Bon, si on dit qu'un emprunt qui est avant une acquisition n'enclenche pas une hypothèque sur l'acquisition future, donc un document post-daté, il va avoir comme conséquence qu'il va déclencher une hypothèque à faux, à tort. Donc ça devrait être pas soul. Or, dans la Braïta, c'est marqué que c'est cachère. Donc forcément, si c'est cachère, on est obligé de dire qu'un emprunt enclenche une hypothèque, même pour un bien qui va être acquis dans le futur. Sinon, on a un problème. Pourquoi les documents post-datés sont cachers? C'est exactement similaire à un bien qui est acheté dans le futur, donc c'est un engagement futur. La Gemara dit Hamane, Rabbi Meir, effectivement, cette braïta qui valide et qui considère cacher un document post-daté, c'est la position de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir dit, tu peux vendre un bien que tu ne possèdes pas, donc tu peux aussi t'engager d'un bien que tu ne possèdes pas. Mais d'après Rabbanan, tu n'as pas de preuve que l'emprunt de janvier a comme possibilité d'enclencher une hypothèque sur les biens qui vont être achetés dans le futur. Donc, Amaner Rabbi Meir Damar Davar Shevola. Amar Ramesharchem Mishmi Daravatashma. Encore une preuve, toujours dans le même sens. Les Shvar Karkot Ketzad. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La suite de l'histoire. C'est quoi la suite de l'histoire? J'ai vendu un bien. D'accord? À Réhouven.
Donc je lui ai vendu un bien hypothéqué. Ok, pas de problème. C'est pas parce qu'il est hypothéqué que je suis pas responsable de ma vente. Donc je vais raconter Ketsadare chez Machar Sadeh la Chavero Vishbicha. Donc Réhouven, donc j'ai vendu Michel. Je t'ai vendu un bien. D'accord? C'était un brut de béton. Tu as construit un immeuble dessus. D'accord? On est bon? Donc le bien, au départ, il valait 1000, il valait 100 000. Aujourd'hui, il est construit, il vaut 1 million. Qu'est-ce qui s'est passé? Baba Al-Khov, moi je devais de l'argent à Ephraim. On est là, on n'est pas, on est là. Moi, c'est qui, moi? Moi. On est 3. Ouais, J'ai emprunté l'argent à Ephraim, ouais, j'ai hypothéqué mon bien, d'accord, qui valait 100 000. d'accord, Ok? Maintenant, moi je l'ai vendu. d'accord, Toi, ce bien de 100 000, tu l'as converti en 1 million. d'accord. Tu as construit un immeuble dessus. D'accord? Notifié. Ça s'appelle le shvar. Ça s'appelle la plus-value, le bénéfice, la plus-value du bien. Maintenant, Ephraim, il avait un droit d'hypothèque sur ce bien. Oui. Il vient, il te le saisit. Donc ton million, bye bye. On est bon? Il saisit quoi, les 10 000 ou le 1 million? Il saisit le bien immobilier, donc il saisit le million. Moi, je lui devais 1 million. Admettons que je devais 1 million. Donc il vient, il récupère tout, n'est-ce pas? D'accord? Maintenant, toi, combien tu peux me réclamer? Selon l'hypothèque qui a été faite? Il n'y a pas d'hypothèque, toi, tu es acheteur. Ouais, L'hypothèque était en faveur d'Ephraim, et moi, je t'ai vendu le bien qui était hypothéqué à Ephraim. Moi, je dois de l'argent à Ephraim. J'ai hypothéqué mon bien qui vaut 100 000. Ensuite, je l'ai vendu. Donc, tu as acheté un bien hypothéqué. Jusqu'à là, on est bon. C'est pas parce qu'il est hypothéqué que la vente n'est pas vente. Elle est vente. Donc, le jour où il est venu te la récupérer, toi, tu reviens chez moi. Tu dis, oh, tu m'as vendu quelque chose hypothéqué, rembourse-moi le montant de ce que j'ai payé. Mais tu vas pas me réclamer que 100 000. Tu vas me réclamer combien? 1 million. 1 million. Oui ou non? Mais parce que tu as perdu 1 million maintenant. Ton million, il est chez Ephraim. Donc tu as perdu 1 million. À cause de moi. D'accord? Donc jusqu'à là, on est bon. Tu as le droit de me le réclamer. La question, c'est comment? Quel droit de réclamation tu as? Je m'explique. Le 100 000, tu as payé. Mais les 900 000 que tu as investi, c'est pas lié à moi directement, si on veut. Je me suis jamais engagé, moi, sur ce million. C'est seulement par ricochet que tu as perdu, ça se retrouve chez lui. Et du fait que cet argent, moi, je la devais à Ephraim, donc quelque part, c'est moi le redevable. C'est une manière de dire l'argent que je devais à Ephraim, aujourd'hui, je suis responsable de te le dédommager. Mais en réalité, ce dédommagement, il est composé de 2 parties. Il y a une partie de la transaction, qui est 100 000, et il y a la partie de l'investissement que toi, ensuite, tu as réalisé. Maintenant, l'Agmara a dit, c'est quoi la halakha à ce sujet-là? La garantie des 100 000, C'est sûr qu'elle va. c'est pas la question. Je te dois 1 million maintenant. Parce que le million qui t'appartenait, il est passé chez Ephraim. Donc moi, je dois te dédommager ce million. Oui, mais c'est moi qui l'ai rendu million. Et alors, raconte Ketsad. J'ai vendu un terrain à Michel. Vishbicha, et Michel a construit, a investi ce bien. Donc je lui ai vendu un bien qui valait 100. Et aujourd'hui, il vaut 200. On va simplifier parce que sinon après j'ai peur qu'avec les chiffres ça fait perdre la tête. Ou Baba Al-Khov et Tarfa. Et Ephraim, il est venu. Il a saisi le bien qui lui était hypothéqué. Donc il avait un droit de saisie chez Michel. Parce que Michel a acheté un bien qui était déjà hypothéqué en faveur de Ephraim. Et il est venu, il a saisi la totalité. Admettons, je vous reviens bien sur la totalité. Et on ne peut pas défaire les deux entités. On va dire le produit d'origine et la plus-value. On ne peut pas les défaire. D'accord? Donc vous avez récupéré la totalité maintenant. Et vous revient cette totalité. Vous revient les 200 000. Mais lui, envers moi, il va se retourner contre moi puisque je lui ai garanti les 100 000 et j'étais la cause de la perte des autres 100 000 que je vous dois aussi. D'accord? Donc maintenant, chez Ougové, quand Michel va se retourner contre moi, Je suis gagnant, vous êtes perdant, c'est ça? personne n'est perdant. Et Bichlal, donc l'Agma a dit, nous dit qu'est-ce qui va se passer quand Michel va revenir chez moi. Mais la question qui se pose, c'est qui donne le droit à Ephraim d'aller récupérer et d'avoir un droit de saisie sur tout la plus-value que Michel a investi. Ce bien-là, au moment où je vous ai
où il était hypothéqué en faveur de Ephraim, il valait combien? 100. Donc toute la plus-value, elle n'est pas hypothéquée. Donc vous n'avez pas le droit de saisir sur les 200. Donc j'ai pas le droit de... De saisir. La plus-value, donc il fallait prendre que 100. Donc la Gemara veut prouver d'ici à nouveau, forcément, c'est que quand j'ai emprunté à Ephraim, même si je n'avais seulement un bien qui valait 100, eh ben, du fait que je m'engage sur le futur aussi, donc je m'engage de toute la valeur du bien, même ce qui vaudra dans le futur. Forcément. Sinon, ça ne donnerait pas le droit à Ephraim d'aller saisir la totalité du bien. On est bon? Donc c'est une preuve à nouveau, qu'un homme, un emprunteur, peut s'engager aussi bien sur ce qu'il possède, aussi bien sur quelque chose qu'il possédera dans le futur. Donc c'est ce que l'Agma dit. Pourquoi Ephraim il a le droit de récupérer le bien avec toute sa plus-value? Normalement, il n'y a que 100 000 qui est hypothéqué, donc il pourrait saisir que 100 000. L'Agma elle répond à nouveau, Amané Rabbi Meiri. Là aussi l'Agma dit, répond, c'est Rabbi Meir. Donc on reprend la deuxième braïta, Tashma. Donc l'emprunteur qui a vendu le bien à son ami, et ensuite Ubaba al-Chov et Tarfa, et le prêteur est venu saisir le bien de chez l'acquéreur, d'accord? Donc Ephraim il est venu saisir chez Michel. Gove et Akeren minechassim mishubadim, kshu gove, quand maintenant l'acquéreur va venir réclamer au vendeur de se faire dédommager ce qu'on lui a saisi, on est bon? Donc Michel va revenir vers moi, il va dire j'ai payé ta dette à Ephraim, donc c'est à moi de te dédommager. Donc il y a une halakha, les 100 000 ils sont garantis et tu pourras, et cette garantie-là, tu pourras la saisir aussi des hypothèques, c'est-à-dire même sur mes biens immobiliers, alors que la plus-value que tu as rajoutée sur ce bien-là, tu pourras le saisir seulement à partir de biens qui sont libres, donc pas les hypothèques. Donc l'agma, ok, donc ça c'est la halakha qui concerne le droit de comment je dédommage Michel. Mais la question est comment Ephraim il a eu le droit de saisir la totalité de ce bien, alors que la plus-value n'était pas présente au moment de l'emprunt. Quand je vous ai emprunté, le bien ne valait que 100. Chazak. L'Agma répond la même chose. Là aussi, cet enseignement suit l'avis de Rabbi Meir uniquement. Mais Rabbana et Rabbi Meir pensent effectivement, je peux vendre une production qui n'existe pas, et donc je peux aussi m'engager et hypothéquer un bien que je ne possède pas au moment de l'emprunt. Mais Rabbanan, qui pense que je ne peux pas vendre une production qui ne m'appartient pas ou qui n'existe pas encore, eh ben je ne pourrais pas non plus hypothéquer un bien que je ne possède pas. Imtim Tseloma, l'Agma elle continue maintenant. Deuxième passage, deuxième partie de ce sujet. Admettons que l'hypothèque prend effet. Je peux m'engager et hypothéquer un bien que je ne possède pas lorsque je le posséderai. Donc admettons que. Donc imtim tselomar diknekana ou machar dikneka veroresh lo mishtabed. Alors mishtabed, imtim tselomar mishtabed. Si admettons que oui, je peux m'engager, je peux hypothéquer un bien que je ne possède pas au moment de l'emprunt, mais je m'engage pour le futur. Mishtabed, lava vechazar vekanamaou, les kamna mishtabed ou les batra mishtabed. Est-ce que l'hypothèque, donc on reprend le deuxième cas, j'ai emprunté un premier emprunt en janvier, un deuxième emprunt en mars et une acquisition en juillet. En faveur de qui le bien est hypothéqué? En faveur du premier ou du deuxième? Ou aussi du deuxième en tout cas. N'est-ce pas? Si on dit que c'est rétroactif, C'est le premier. c'est le premier. Parce que je vais retenir, une fois qu'en juillet, j'ai pris possession d'un bien, l'engagement de janvier prend effet rétroactif. Donc c'est un engagement qui va marcher rétroactif, c'est-à-dire en marche arrière depuis le mois de janvier. Donc il est hypothéqué en faveur du premier. Par contre, si tu dis que non, il n'y a pas de rétroactivité, donc il prend effet au moment où j'ai pris possession. Donc au moment où j'ai pris possession, les deux hypothèques tombent en même temps. Et donc par conséquent, il est aussi bien hypothéqué en faveur du premier
qu'en faveur du deuxième. Et donc, s'il n'y a pas de quoi couvrir et rembourser les deux, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on va retenir. Amar Rav Nachman, Amiltai Vele Veshalchou Metam Rishon Kana, Ravuna Amar Yachloku, Vechantane Rababa Ravua Yachloku, Amar Ravina Madura Kama de Ravashi Amar Lan Rishon Kana, Madura Batra de Ravashi Amar Yachloku, Vilcheta Yachloku. Donc il y a deux avis, ou bien effectivement c'est du rétroactif, et donc c'est en faveur du premier, ou bien non, on partage. Métivé, à nouveau on va poser la question, les Shvar Kakot, qui Tzadaresh Machasa de la Chavero Vishbicha, ou Baba Al-Chov de cette même braïta, on objecte à nouveau. כשהוא גובה את הקרן מנכסים משובדים ואת השבח מנכסים בני חורין ואם איתה חצי שבח מבלת l'agma dit maï goven a mis des katane khati shvar. Donc l'agma elle conclut effectivement il faudra dire aussi que le droit de réclamation de l'emprunteur c'est seulement la moitié de la valeur parce qu'effectivement on fait un yachaloku entre le prêteur et l'acheteur. On se retrouve demain pour la suite. Même si je pensais